Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire ensemble la prépa du TP7. Donc ici on me demande de trouver la paramétrisation d'une sphère tronquée. Donc ici c'est une demi-sphère, hein. Je pars de z est égal à 0 jusque la hauteur 3 racine de 3. Et on me dit que le rayon de la sphère, je le vois ici, il vaut 6. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais faire étape par étape. Je vais d'abord paramétriser une sphère complète. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais borner θ et φ pour avoir du coup la surface qui est dans l'énoncé. Donc je commence d'abord par paramétriser une sphère complète. Donc pour ce faire, on avait défini du coup le rayon qui ici est constant, et on a besoin de deux angles. Alors en vert, j'ai l'angle φ. Donc l'angle φ me permet d'écrire ici la longueur en vert dans le plan XY qui sera r sin φ. Et maintenant, je vais projeter r sin φ sur l'axe des x et sur l'axe des y. Donc ici, si je le fais, donc je vais avoir besoin d'un angle θ. θ par convention part de l'axe des x. Donc là, je vais avoir x qui va être égal à r sin phi. Alors je vais écrire directement, ça ira plus vite. Donc je vais avoir x est égal à r sin phi cos θ. En y, je vais avoir la même chose avec un sinus. Donc r sin phi sin θ. Et en z, ben je vois un SOHCAHTOA que ça va me faire directement r cos phi. Donc parfait, donc ça c'est une sphère qui est de manière générale. Maintenant ce que je vais devoir faire c'est trouver des bornes pour θ et pour phi. Alors déjà quand je vois, quand je vois ici ma demi-sphère tronquée, je vois que θ il part de 0 à 2π. Donc je vois que θ il fait un tour complet. Donc ça je peux déjà l'écrire, θ est compris entre 0 et 2π. Alors là où c'est un peu plus compliqué, ça va être pour le phi. Donc le phi, pour bien le voir, je vais prendre ici une autre couleur, je vais prendre ici du jaune. Donc en fait phi, il va aller d'un angle qui est là, donc ici un angle phi 1, jusque, ben ici je le vois, hein, jusque pi demi. Donc il va partir de ici jusque pi demi. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver justement l'angle phi 1 et l'angle phi 2, je sais déjà que c'est pi demi. Donc pour trouver phi 1, je vais relire mon énoncé. On me dit qu'il part jusqu'au plan z est égal à racine de 3. Or, j'ai mon z ici. Et j'ai mon rayon. Mon rayon, il est dans mon énoncé, il vaut 6. Donc ça veut dire que si j'égalisais les deux, ça me permettrait de trouver en fait, à quelle phi correspond justement le cercle du dessus. Donc faisons-le. Donc j'ai que r cos phi est égal à 3 racines de 3. Alors ça c'est une équation trigonométrique, hein, donc j'ai directement que du coup cos phi est égal à racine de 3 sur 2. Et ça, du coup, il y a deux angles qui vont correspondre. Alors moi, je vais prendre l'angle directement qui part de l'axe ici des z. Hein, et donc je me retrouve avec phi est égal à pi sur 6. Donc ici, pour rappel, hein, quand j'avais un angle θ qui avait un certain cosinus, il y avait deux angles qui marchaient. L'angle en gros qui est au-dessus et l'angle ici qui est de l'autre côté. Donc moi, voilà, j'ai pris directement le plus petit des deux. Hein, mais donc attention qu'ici, il y a bien deux angles qui vont marcher. Donc moi, je prends directement le plus petit des deux, donc je prends pi sur 6. Donc en fait, là, je viens de trouver que mon angle phi 1, c'est pi sur 6. Alors juste pour le sport, je vais quand même vérifier que mon angle phi 2, c'est pi demi. Donc je vais prendre z est égal à 0. Donc à nouveau, ça va être une équation trigonométrique. Donc je vais avoir que du coup 6 cos phi est égal à 0. Donc cos phi est égal à 0. Autrement dit, phi est égal à pi demi. Donc j'ai bien ici mon phi qui est borné par pi demi et pi sur 6. Donc maintenant je peux l'écrire, et du coup ma paramétrisation est terminée. Je vais avoir que mon angle phi est borné par pi sur 6 et pi demi. Donc là maintenant j'ai fini de paramétriser du coup ma demi-sphère tronquée. Alors deuxième exercice, on me demande de calculer le flux d'un champ vectoriel dont on connaît les composantes à travers une sphère de rayon 1. Donc je rappelle la démarche générale. D'abord, il fallait calculer la paramétrisation. Donc ça, c'était mon vecteur RUV. On injectait la paramétrisation dans le champ vectoriel.
Comme ça, on avait le champ vectoriel paramétrisé. Et on faisait un produit mixte avec deux vecteurs qui étaient tangents à la surface, qui étaient du coup ici mes dérivés partiels en U et en V. D'accord, le tout fois dA. Donc je commençais avec une intégrale de surface sur la surface S, qui devient du coup une intégrale sur mon domaine D. Alors, faisons étape par étape. On va commencer d'abord par définir donc ici nos vecteurs RUV. La paramétrisation, elle dépend non pas du champ vectoriel, mais bien du contour de la surface. Ma surface est une sphère. Je vais donc passer en coordonnées sphériques. Donc ici, c'est R sin phi cos θ, R sin phi sin θ et R cos phi. D'accord? Sauf que phi et θ, je les ai remplacés par U et V. Ce sont des paramètres, mais bon, vous avez compris le principe. Donc là, je suis passé en sphérique, parce que ma surface S est en sphérique. Maintenant, je vais injecter cette paramétrisation dans mon champ vectoriel. Donc ainsi, j'aurai non pas mon champ vectoriel dans tout l'espace, mais vraiment mon champ vectoriel paramétrisé, donc qui va vraiment suivre la surface. Ensuite, donc étape suivante, après avoir trouvé mon champ vectoriel paramétrisé, je vais calculer ici deux vecteurs qui sont tangents à la surface. Donc ici, ce sont mes dérivés partiels. Donc, je vais calculer la dérivée partielle en U. Donc ça, c'est la dérivée partielle en U. Donc ça va me donner cos U, cos V. Donc je continue cos U, sin V. Et ici, moins sin U. Je calcule la dérivée partielle de ma paramétrisation selon V. Donc là, c'est pas plus compliqué. Hein. Donc je vais avoir moins sin U, sin V. Je vais avoir sin U, cos U. Et je vais avoir ici 0. Donc maintenant que j'ai mes deux paramétrisations, mes deux dérivés partiels, je calcule le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, c'est une matrice. Dans laquelle, première ligne, je vais mettre mes vecteurs de base. Deuxième ligne, du coup, je vais mettre les composantes ici de ma première dérivée partielle. Et dernière ligne, ce sera les composantes de ma deuxième dérivée partielle. Donc voilà, je l'ai fait sur ma feuille de brouillon. Et j'ai trouvé du coup le vecteur sinus carré U, cos V, sinus carré U, sin V, sinus U, cos U. Donc maintenant, je dois calculer ici mon produit mixte. Hein. Donc ici, je vais faire le produit scalaire entre, d'une part, mon champ vectoriel paramétrisé, qui est ici. Je vais le faire en produit scalaire avec du coup mon RU cross RV. Donc maintenant, si je calcule produit scalaire, j'ai juste à multiplier les composantes entre elles, hein, et juste à sommer. Donc là, après, il faut juste le faire et le développer, faisons-le. Donc quand je développe, je obtiens ceci. Je peux mettre sinus cube en évidence. Je vais avoir cos carré plus sin carré qui va me donner 1. Donc je vais me retrouver avec uniquement sinus cube de U plus cos cube de U fois sinus de U. Donc maintenant, pour continuer, je vais mettre sinus U en évidence. On me dit dans mon énoncé que je prends toute une sphère, donc du coup mes bornes, pour un des deux angles, ce sera des 0 à 2π. Et attention que le deuxième angle, ce sera de 0 à π. Parce que si je prends de 0 à 2π pour les deux, je vais faire un doublon. Je risque de prendre deux fois le même volume. Donc maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon intégrale, c'est un produit qui ne dépend que de U. Donc ça veut dire que je peux séparer mon intégrale en deux parties. Donc je vais avoir une intégrale qui va dépendre de V, et je vais avoir une intégrale qui va dépendre ici de U. Donc je peux séparer mes intégrales. Et pour continuer, je vois que je peux tout simplement faire une substitution. Donc là, je vais poser que tout ceci
En fait, ça va être mon dt. Donc ici, je vais substituer en disant que... donc je vais poser ici t est égal à cos u, dt c'est égal à moins sin u du. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire apparaître un moins. Donc ici, je vais mettre moins sin u, mais du coup, ici, je vais multiplier par moins 1. Comme ça, ici, je vais bien avoir mon dt. Et là, attention au piège, il faut bien adapter les bornes. Donc ici, j'ai u qui normalement est censé aller de 0 jusqu'à pi. Ça veut dire que mon paramètre t, si je calcule, variera de 1 à moins de 1 à moins 1. Je vais y arriver. Donc maintenant, j'ai ici un fois moins 1 qui traîne. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc d'abord recopier tout ceci. Donc je vais aller de 1 jusqu'à moins 1. Je vais avoir ici 1 moins t carré plus t cube fois moins dt. Et maintenant, je vais me débarrasser du moins en inversant l'ordre d'intégration. Donc j'oublie pas ici que j'avais une intégrale ici qui allait de 0 à 2pi pour mon v. Donc maintenant, je vais inverser l'ordre d'intégration. Comme ça, je vais me débarrasser du moins. Donc je vais aller ici de moins 1 jusqu'à 1. Je recopie ma fonction. Et comme ça, ici, mon moins a disparu. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc ici, j'ai juste simplement avoir 2pi qui va me rester. Et maintenant, pour intégrer la suite, ça va relativement vite. Et donc, je vais me retrouver avec 2pi fois, alors là, je vais avoir t moins t cube sur 3 plus t4 sur 4, le tout allant de moins 1 jusqu'à 1. Donc, je prends mon point final moins mon point initial, et à la fin, je trouve du coup 8pi sur 3. Donc, ceci clôture l'exercice. Dans l'exo suivant, on me demande d'utiliser le théorème de Stokes pour calculer ici une intégrale de surface. Donc pour rappel, le théorème de Stokes, en fait je pouvais l'utiliser dans les deux sens. Soit une intégrale curviligne qui devient une intégrale de surface, soit inversement. Donc ce que je peux venir faire ici, c'est transformer mon intégrale sur S en une intégrale curviligne sur C. Donc attention, c'est bien une intégrale sur un contour de f dr. Et alors par définition, C, ça va être du coup le contour qui va du coup entourer ma surface. Donc je vais faire un schéma pour bien comprendre. Donc ici il faut imaginer le plan x, y, z. Donc on me dit dans l'énoncé que c'est un paraboloïde d'équation 1 moins x carré moins y carré. Alors ça je peux le tracer. Je vais avoir ici z moins 1 est égal à moins x carré moins y carré. Donc pour tracer, comme d'habitude, je prends des traces. X est égal à 0, j'obtiens z moins 1 est égal à moins y carré. Ceci est une parabole orientée vers le bas parce que j'ai un moins, translatée de une unité vers le haut parce que j'ai z moins 1. Donc ça, c'est dans le plan x est égal à 0, donc dans le plan y, z. Je me retrouve avec une parabole. Je peux prendre une trace maintenant, y est égal à 0. J'obtiens z moins 1 est égal à moins s carré. Donc ça, c'est dans le plan y est égal à 0, donc dans le plan xz. Je me retrouve avec une parabole tournée vers le bas et qui est translatée de une unité vers le haut. Donc c'est bien un paraboloïde. Donc ça, c'est quoi? C'est ma surface S. Mais moi, je ne vais pas calculer l'intégrale sur la surface S. Je vais calculer l'intégrale curviligne sur le contour qui est ici. Donc sur le contour qui en z est égal à 0. Donc ça, c'est mon contour C. Donc il faut que je le trouve. Pour ça, je vais prendre z est égal à 0. Si je prends z est égal à 0, je vais avoir ici que x carré plus y carré est égal à 1. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle de rayon 1. Ok, parfait. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut ici pour calculer l'intégrale. Alors, je répète encore une fois la démarche. On calcule la paramétrisation. La paramétrisation, elle dépend non pas de la fonction, mais bien du contour. Mon contour est un cercle. Donc, pour le paramétriser,
ma paramétrisation, ce sera R de t. Donc ici, c'est bien un contour, donc j'ai 1 degré de liberté, j'ai bien un paramètre. Ce sera cos t, sin t, 0. Donc, alors, il me fallait R, mais il me fallait aussi dr. Donc, pour calculer dr, l'astuce, c'était de calculer dr sur dt. Donc, quand je calculais dr sur dt, j'obtenais moins sin t, cos t, 0. Et du coup, maintenant, je peux isoler mon dr. Mon dr, du coup, c'est le vecteur ici, fois dt. Et maintenant, du coup, je peux calculer mon intégrale curviligne. Alors attention que je dois d'abord injecter ma paramétrisation à l'intérieur de mon champ vectoriel. Donc ici, je remplace x par cos t, y par sin t, z par 0. Je trouve bien du coup ici mon champ vectoriel paramétrisé. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'intégrale curviligne. Alors mon paramètre t, il faut bien voir ce que c'est l'angle. Donc là, quand j'ai mis cos t, sin t, en fait, c'est mon angle θ, si vous voulez. Donc c'est l'angle qui part de l'axe des x et qui parcourt du coup mon cercle. Donc qu'est-ce que je vois? Sur mon contour fermé ici, t va varier de 0 à 2π. Donc je vais devoir intégrer de 0 à 2π le produit scalaire entre, d'un côté, mon champ paramétrisé, à savoir 0 sin carré t cos t sin t, en produit scalaire avec du coup mon dr. Alors mon dr, j'ai calculé un petit peu au-dessus, ça va me donner moins sin t cos t 0 dt. Alors j'effectue mon produit scalaire, j'obtiens sinus carré fois cosinus. Et maintenant, ça, du coup, il faut l'intégrer de 0 jusqu'à 2π. J'effectue un changement de variable en posant u est égal à sin t. Comme ça, le cos t dt, en fait, j'ai directement mon du. Donc là, je me retrouve avec l'intégrale. Alors attention que je vais aussi changer mes bornes. Hein. Mais en gros, ici, je vais avoir l'intégrale de u au carré du. Alors, pour changer mes bornes, je sais que t, elle est normalement de 0 jusqu'à 2π. Donc si je calcule, je vais voir que u va aller du coup de 0 à 0. D'accord? Parce qu'en fait, je vais avoir ici sinus de 0 jusqu'à sinus de 2π. Ça fait 0, 0. Et en fait, l'intégrale de 0 à 0, du coup, ça fait 0. Donc ici, je vois que l'intégrale ici du rotationnel de f, ds, ça fait 0. Donc là, maintenant, j'ai répondu à ma question. Il en reste une petite dernière pour la route. Donc on me demande de calculer grâce au théorème d'Ostrogradski. Donc le théorème de la divergence, c'est le théorème d'Ostrogradski. De calculer ici l'intégrale, donc c'est une intégrale ici de surface, de mon champ vectoriel f, dont je connais ici les composantes. Donc ça calcule quoi? Ça calcule un flux. Alors, on me dit ici que S est une surface, donc d'une boîte, et la boîte, elle est du coup composée des coordinate planes, autrement dit des plans XY, YZ et XZ. Donc ça, c'est mes plans d'origine, quoi, mes coordinate planes. Et le plan X est égal à 3, le plan Y est égal à 2, et le plan Z est égal à 1. Donc là, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai une espèce de boîte. Donc c'est toujours intéressant de tracer le domaine d'intégration. Donc voilà, ici j'ai la boîte avec ma longueur, ma hauteur et ma largeur. Maintenant, j'ai calculé la divergence. Alors la divergence d'un champ vectoriel, c'était le produit scalaire entre nabla, le vecteur de différenciation, et mon champ vectoriel. Donc ici, si je le calcule, j'obtiens tout simplement 2x, y, z cube. Et maintenant, du coup, je vais intégrer la divergence sur mon volume que j'ai dessiné en haut. Donc, alors là, c'est sympa, j'ai directement les bandes dans l'énoncé. Hein. Donc j'ai en x, je pars de 0 à 3. En y, je pars de 0 à 2. En z, je pars de 0 à 1.
J'intègre ma divergence, donc 2x, y, z cube. Et attention à l'ordre d'intégration, c'est important de bien respecter l'ordre des intégrales. Donc ici, comme d'habitude, qu'est-ce que je vois? Je vois que mes bornes, elles sont indépendantes des variables, et je vois que j'ai un produit. Ça signifie que je peux venir diviser mon intégrale en 3 parties. Donc une partie en x, une partie en y, une partie en z. Et donc après, ben, l'exercice est terminé. Hein. Je me retrouve tout simplement avec ici x au carré sur 2 de 0 à 3, y carré sur 2 de 0 à 2, et z4 sur 4 de 0 à 1. Si je remplace à chaque fois point final moins point initial dans la fonction, je me retrouve à la fin avec 9 demi. Voilà, et ceci du coup clôture mon exercice.